Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine au Maghreb avec mes deux invités, Rayad Abdelrahim et Frédéric Pichon. Rayad Abdelrahim qui est professeur à Sciences Po, qui est également directeur stratégique de la lettre de stratégie La Vigie, et Frédéric Pichon, docteur en histoire et membre du comité de rédaction de Conflits, travaille notamment sur le monde arabe. Il y a 10 ans maintenant, en 2011, a débuté ce mouvement qu'on a appelé les printemps arabes. Il a débuté en Tunisie, et puis ce mouvement s'est diffusé en Libye, en Égypte, en Syrie, dans d'autres pays aussi. Il a viré de manière différente dans chacun de ces pays, et nous allons, au cours de cette émission, faire un bilan de ces 10 ans de printemps arabe. On va voir si c'était réellement d'ailleurs des printemps, parce que c'est parfois un hiver islamiste qui s'est emparé de certains pays. Et puis on va également étudier la position française. La France est intervenue en Libye. Elle a voulu intervenir en Syrie. Ça ne s'est pas forcément très bien passé ni dans un cas ni dans l'autre. Et on ne peut pas dire que la diplomatie française ait brillé par son intelligence de la situation. Donc ce bilan de 10 ans de printemps arabe est de voir où en est le Maghreb aujourd'hui. Alors on a donné ce nom de printemps arabe à l'origine avec cet événement qui a débuté en Tunisie. Peut-être revenir sur l'origine de l'événement. C'est un étudiant qui s'immole par le feu. Un événement assez anodin, enfin non dramatique pour cette personne-là, mais anodin dans la situation. Et on n'imaginait pas que ça allait conduire à un embrasement généralisé du pays arabe. Oui, ça s'est passé en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, une petite localité du centre-sud de la Tunisie, un marchand ambulant de 26 ans qui venait de se voir confisquer ses produits, ses poissons notamment, par la police, et qui, de guerre lasse et par désespoir, a mobilisé ce qui lui restait d'énergie pour s'immoler. Et ça a été, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, l'allumette qui a permis d'allumer dans tout le monde arabe, pas seulement au Maghreb, mais dans tout le monde arabe, une révolte, des révoltes, avec des succès très variés et des finalités aussi très variées, qui a permis d'allumer une révolte comme on n'en avait pas connu depuis 1877, avec les grands soulèvements en Égypte contre la présence coloniale britannique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, tout cela part du Maghreb. Cette proximité avec l'Europe, cette familiarité institutionnelle, culturelle, politique, il y a quasiment, je crois qu'on ne mesure pas le cordon ombilical qui relie la rive sud et la rive nord de la Méditerranée. Je crois qu'il faut insister là-dessus pour bien comprendre à quel point, notamment les élites tunisiennes, sont imprégnées de toute cet imaginaire de ce qu'on appelle ici en France les Lumières, avec l'égalité, la fraternité, une égalité pas formelle, comme elle existe sur le papier dans les constitutions partout dans le monde arabe, mais une égalité de fait. Et c'est la revendication. Et je crois que même si, évidemment, aujourd'hui, le bilan, d'abord, il est un peu tôt, à l'échelle de l'histoire, 10 ans, c'est rien du tout. Même s'il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan, pour dresser un bilan, je crois que ce qui est important, c'est qu'on est entré dans un processus. Et que ce processus de réappropriation de la citoyenneté est aujourd'hui en marche, et que personne ne pourra en arrêter le mouvement. Et je crois que c'est ça, à mon avis, qui est le plus important, et en tout cas que moi, je retiens et que je tente d'analyser de manière très diverse et très variée en fonction des pays et des situations. On va revenir, je pense, sur cette différence entre les pays, parce qu'on parle du Maghreb, mais on va voir que chaque pays est très différent. Je voulais ajouter, puisqu'on est parti de cet événement de Sidi Bouzid et de Mohamed Bouazizi, il y a quelque chose de commun avec ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, c'est le sous-emploi chronique, en fait, c'est-à-dire l'incapacité qu'ont eu ces régimes de l'indépendance
à tenir leurs promesses éventuelles, des promesses qui étaient à l'époque socialistes, pas pour la Tunisie, parce que la Tunisie est un cas à part et j'y reviendrai justement, et ce sous-emploi chronique qui a fait de, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire, mais qui a fait de la chaise en plastique, si vous voulez, l'espèce de symbole des paysages urbains au Moyen-Orient comme au Maghreb, sur lequel sont assis pendant une bonne partie de la journée ces jeunes hommes, souvent diplômés, enfin les diplômes, et qui regardent les chaînes. Alors il y a eu le rôle aussi des chaînes arabes, Al Jazeera, Al Arabiya également, etc. Et cette espèce de désœuvrement qui était intolérable, pour en revenir à la Tunisie, c'est très intéressant parce que la Tunisie est justement, peut-être sans doute le pays qui est regardé le plus vers la rive nord. Et moi, je suis allé plusieurs fois en Tunisie, j'ai échangé avec notamment des officiers de l'armée tunisienne, on a participé à des choses, et ils m'ont vraiment donné les spécificités de ce pays. La Tunisie est le seul pays arabe post-indépendance, ou en tout cas maghrébin, qui est immédiatement, dès 1956, décidé non seulement de ne pas confier la formation de son armée à l'Union soviétique ou à ce type de modèle, c'est l'un des rares pays à l'avoir fait, et d'autre part à nommer dès le début comme ministre de la Défense, des Armées, un civil. Et cet esprit en Tunisie d'une soumission totale de l'armée au pouvoir civil explique aussi la trajectoire un peu particulière de la Tunisie. L'armée tunisienne, elle n'est absolument pas intervenue dans le processus, elle n'a pas fait corps avec le régime, elle a fait son rôle qui était d'organiser les élections, de faire en sorte que... Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Bon, après, le grand paradoxe de la Tunisie, c'est que c'est quand même l'un des pays les plus pourvoyeurs du Maghreb en djihadistes. Je veux dire, il y a 3000 djihadistes tunisiens dans la nature, en Libye, certains même en Syrie, en Irak, etc. Et ça, c'est absolument... C'est aussi ça, c'est absolument incompréhensible, ce côté binaire, en fait. Sur le rôle de l'armée, c'est très différent de l'Égypte d'une part, et de l'Algérie aussi, où là, on a deux pays tenus par l'armée, où toi, l'armée est la colonne vertébrale, l'épine dorsale du pays. Oui, absolument. Les systèmes politiques dans ces pays, que sont l'Algérie et l'Égypte notamment, mais pas seulement, hein. On pourrait citer la Syrie, l'Irak, le Yémen, enfin beaucoup d'autres, sont construits, organisés autour d'un cénacle de militaires qui se répartissent le pouvoir. Et ça, c'est pour l'Algérie, je dirais, de manière un peu caricaturale, mais dans le cas de l'Égypte, qui font beaucoup plus que se répartir le pouvoir, puisqu'ils se répartissent aussi les principaux secteurs d'activité de l'économie, ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment en Égypte, l'armée, à travers le maréchal Sissi, est un des principaux entrepreneurs et donneurs d'ordre du point de vue économique. Ce qui fait que c'est très compliqué et très difficile parce que l'armée est tellement imbriquée dans le système économique et institutionnel que notamment les grandes mobilisations populaires de 2010-2011 n'ont pas permis, il y a peut-être une période courte, quelques semaines, hein, mais c'est très très court, pendant lesquelles on a pu vaciller sur des certitudes, mais dans le fond, je crois que c'était très très difficile s'il n'y a pas une organisation politique structurée, capable d'agir dans la société et concomitamment d'agir également sur les institutions pour écarter les militaires des centres de décision. Ça ne s'est pas produit alors que les frères musulmans sont indéniablement, je dirais, ils ont une légitimité en tout cas sociologique. Leur base est indéniablement extrêmement loyale, fidèle, populaire et surtout répartie à travers tout le pays. Mais l'armée n'a pas vraiment vacillé. Je crois qu'il y avait probablement... Moi, je vivais aux États-Unis à ce moment-là où j'enseignais et je me souviens très nettement d'avoir vu Madame Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire d'État, venir tous les vendredis à la télévision pour faire un bilan de la situation et des relations entre les États-Unis et l'Égypte. Il faut prendre conscience du fait que
pour les États-Unis, l'Égypte, c'est l'un des pivots de leurs intérêts dans le bassin méditerranéen et singulièrement au Moyen-Orient. Et donc, le jour où Madame Hillary Clinton, ce qui est impensable pour un esprit européen, a dit que le président Moubarak have to step down, que le président Moubarak devait partir, ça a été terminé. Ça s'est enchaîné extrêmement vite et il y a eu là encore concomitamment les intérêts convergents à la fois des États-Unis mais également de la caste militaire en Égypte qui s'est dit que Moubarak n'était plus le bon acteur ou interlocuteur pour préserver leurs intérêts. Donc il y a là, vous voyez, sur le plan institutionnel comme sur le plan économique, deux leviers dont il faut impérativement tenir compte pour bien comprendre l'évolution et l'enchaînement des événements en 2010-2011 en Égypte, ce qui n'est pas le cas en Algérie, où l'armée, évidemment, joue un rôle, mais elle est assez absente à la fois sur le plan institutionnel et très peu présente sur le plan des leviers économiques. Il y a évidemment beaucoup de corruption, de prévarication, de prébande, ça je ne le conteste pas, mais en revanche, elle n'est pas liée au secteur d'activité. Elle se détourne beaucoup sur le pétrole, sur le gaz, sur la farine, sur ce que vous voulez, le sucre, les médicaments, mais elle n'est pas, il n'y a pas de capitaine d'industrie. Vous vous souvenez, c'était un peu la métaphore qu'on a beaucoup utilisée dans les années 80-90, lorsque l'Amérique latine a fait sa mue et que les Américains ont compris que pour passer des dictatures militaires à des démocraties acceptables du point de vue des intérêts vus depuis Washington, il fallait que les militaires latino-américains deviennent les capitaines d'industrie. Et je dirais cet accord a fonctionné puisque progressivement, il y a eu une véritable démocratisation des régimes militaires en Amérique du Sud et surtout, on a vu émerger une caste politique beaucoup plus légitime que celle qui la précédait. Si on reste sur l'étude Algérie-Égypte, en Égypte, ils ont réussi, l'armée a réussi à renouveler sa génération. C'est-à-dire Sisi est plus jeune que Moubarak, ou un peu plus jeune que malgré tout. En Algérie, on a l'impression qu'on reste sur une génération de militaires issus des luttes pour l'indépendance et qu'il n'y a pas de renouvellement des générations. Avec des gens, ça fait un peu plus penser aux gérontocraties soviétiques. On passe de Tchernenko de Brejnev à Tchernenko et Andropov sans changer de génération. Ouais, je crois que ça c'est peut-être l'un des grands problèmes en Algérie, c'est cette absence de vision. Là encore une fois, je parle du point de vue, je crois que pour bien comprendre l'évolution des situations, il faut parfois aussi se mettre, ça signifie pas l'empathie, mais se mettre à la place d'eux pour bien comprendre les raisonnements et les modes de fonctionnement. Et en Algérie aujourd'hui, il y a cette absence de vision stratégique parce qu'il n'y a pas de projet. Et je crois que fondamentalement, le problème est là, le nœud gordien de l'absence d'évolution foncière du régime en Algérie, c'est celui-là. Il n'y a pas de projet. On est en train de mesurer seulement aujourd'hui, 20 ans après son accession au pouvoir, les dégâts qu'a provoqué Bouteflika. Je dois dire que moi-même, je me suis trompé ou je me suis laissé tromper par le fait que cet homme qui était d'abord un diplomate chevronné, flamboyant, qui avait joué un rôle et qui avait permis à l'Algérie de jouer un rôle dans toute la période post-indépendance, notamment avec la création du mouvement des non-alignés, son projet semblait être cohérent avec la phase historique dans laquelle il venait se glisser. Et dans le fond, on mesure aujourd'hui à quel point les 4 mandats de Bouteflika ont été surtout, je dirais, un des éléments dont l'obsession était de pérenniser le système tel qu'il existe et pas de le faire évoluer pour voir que devant nous, les défis auxquels l'Algérie est confrontée n'ont rien à voir avec ce qui se produisait dans les années 70 ou dans les années 80. Et cette absence de vision
fait aujourd'hui que l'Algérie est isolée sur le plan diplomatique et qu'elle se retrouve dans une impasse politique à la fois endogène mais aussi exogène. Je voudrais aborder la question des représentations qui sont importantes dans ce processus. Nous, Européens, donc on a nommé ça les printemps arabes en référence au printemps de 1848, donc sous-entendu ce que nous avons connu en 1848, les Maghrébins vont le connaître maintenant, donc finalement il n'y a pas de différence culturelle fondamentale, nous sommes sur une même ligne de progression, peut-être avec une différence simplement temporelle. On a parlé également de démocratisation, avec l'idée qu'on allait organiser des élections et ça allait résoudre les problèmes, on a vu ça notamment en Égypte. Et puis également la question de l'islamisme, qu'on a aussi, me semble-t-il, du mal à appréhender en Europe, enfin de le comprendre et de voir aussi pourquoi autant de personnes dans ces pays-là adhèrent à l'islamisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dès le début, un problème de représentation sur ce qu'était le Maghreb et essayer de plaquer sur ces populations des concepts européens? Oui, alors ça c'est la grande spécialité des Européens, et ce depuis longtemps en fait. Mais là pour le coup, oui. Est-ce que Saoura, par exemple la révolution, est-ce que le Karama, est-ce que Houria, la liberté, est-ce que quand c'est scandé par de jeunes Tunisiens, de jeunes Algériens, est-ce que ça a la même signification que nos représentations historiques, révolutionnaires? Est-ce que oui, on n'a pas pu s'empêcher, parce que si on regarde, et c'est pas de la propagande, si on regarde un petit peu l'argumentaire des frères musulmans, on retrouve ces notions de liberté, de dignité, alors c'est pas fraternité, égalité, etc. Mais maintenant que ça ait pris une coloration, je pense qu'effectivement il faut parler de la question des frères musulmans, parce que ça ait pris une coloration islamiste. Moi j'ai envie de dire, après tout c'est normal, enfin je veux dire la base de la culture, elle est peut-être pas islamiste, mais en tout cas elle est islamique, et on voit mal comment on pourrait, et ça aussi je pense c'est présomptueux de la part des Européens, comment on pourrait ôter toutes ces représentations par les acteurs locaux qui ne sont pas les nôtres. Et donc quand on libère d'un pouvoir, quand on veut se libérer d'un pouvoir oppressant, on va mobiliser des références qui sont des références même de l'histoire de l'islam, plus ou moins, enfin je veux dire, même si c'est pas dit comme cela, avec des nuances selon les pays, évidemment. En Libye, clairement, si on parle de la Libye, je ne suis pas sûr que ce soit cet argumentaire-là qui ait été mobilisé. C'était surtout ce qu'on entendait, ce qu'on voyait écrit, c'était surtout Kadhafi al-Majnoun. C'est-à-dire, bon, voilà, à un moment donné, le système mis en place par Kadhafi, en fait, qui était un système de contractuel avec un certain nombre de tribus, et bon, ne fonctionnait plus, et à nouveau, on libère la parole et on dit bon, bah, il est fou, même s'il a toujours paru fou, je pense, à tous ses obligés. Donc ça dépend vraiment des pays, mais ce qui est sûr, c'est que là, ça participe, de mon point de vue, de l'incapacité qu'ont eu notamment les dirigeants français à voir clairement les choses. Enfin, on a été très dépassés par les événements. Enfin, sur la Tunisie, Madame Alliot-Marie n'a pas brillé par... Enfin, ils n'ont pas compris ce qui était en train de se passer. Maintenant, il y a une cécité aussi à vouloir absolument que les gens aient une trajectoire qui soit la nôtre. Je suis pas marxiste, je suis pas hegelien non plus. Je suis pas sûr qu'il y ait une trajectoire, en tout cas, qui soit jumelle vers l'accession, vers la conscience de soi ou de l'esprit. Sur la question de l'islamisme, est-ce que, ceux qui adhèrent à cette idée, est-ce que c'est par islamisme pur et dur? Est-ce que c'est par rejet du gouvernement en place et donc en disant c'est la force d'opposition, donc on y adhère comme force d'opposition? Quels sont les moteurs profonds, et peut-être d'ailleurs qu'il y a plusieurs aussi moteurs profonds selon les pays, les catégories sociales, si on est urbain, ruraux? Oui, la difficulté, c'est que c'est devenu un mot valise. Donc, on ne peut pas généraliser ou plaquer un concept sur des tas de situations. Parce que si vous prenez la carte et que vous regardez le monde arabe
de l'Atlantique, c'est-à-dire du Maroc, jusqu'au Golfe, il y a quasiment autant d'islamisme, avec un pluriel, que de pays. Je caricature à peine, mais le Maroc est aujourd'hui un pays où pour la seconde fois, donc c'est la fin de la seconde mandature, ce sont des islamo-monarchistes. En Tunisie, on pourrait les qualifier d'islamo-conservateurs, proches de ce qu'étaient les frères musulmans des années 70 en Égypte. En Égypte, c'est la confrérie des frères musulmans qui domine la vie politique très largement et très majoritairement. Et pas simplement la vie politique, mais la vie sociale, parce que les islamistes sont majoritaires, parce que ce mode de fonctionnement est propre à l'Égypte dans la plupart des syndicats d'ingénieurs, d'enseignants, de médecins, etc. Et donc, il y a eu un travail qui a été mené depuis maintenant des décennies. La confrérie des frères musulmans est créée en 1921-1923 par Hassan el-Benna, petit instituteur dans le delta du Nil. Et donc, je crois que ce sont les réalités locales qui conditionnent les comportements politiques. En Algérie, ça n'a rien à voir. En Algérie, le Front islamique du salut des années 80-90, il était quoi? Il était islamo-révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'on est toujours le produit d'une société. Le produit de sa société, qu'est-ce que c'est? C'est que en Algérie, lorsqu'on est un adolescent puis un jeune adulte et qu'on se politise progressivement, notamment à travers les mosquées, puisque les confréries traditionnelles ont été éliminées par le FLN, grossière erreur. Donc il y a une rupture entre la démarche idéologique et la culture. Il y a une rupture. L'Algérie, c'est le pays des ruptures. C'est un cas unique dans le monde arabe. Et donc, ces islamo-révolutionnaires sont vrais. Ils veulent renverser la table. Ils veulent rompre avec la France, rompre avec l'Occident. Donc, on est dans un processus de rupture et donc dans un processus révolutionnaire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Moi, je suis très prudent quand on parle de printemps arabe ou de révolution arabe. Je pense qu'il y a eu des mobilisations, là encore, plurielles, dans tout le monde arabe, avec des effets très divers, mais dont les conséquences ont été les mêmes. Là encore, il faut regarder la carte, du Maroc jusqu'au pays du Golfe, il y a un processus qui a été enclenché, celui de la réappropriation citoyenne. Je crois que c'est un mouvement dont on n'a pas fini de voir les effets. Et il est extrêmement important, notamment pour nous Français, de comprendre que ce phénomène, évidemment, prendra du temps. Printemps des peuples, c'était il y a fort longtemps. Et il va aussi conditionner nos relations entre les deux rives de la Méditerranée. Mais il s'impose à nous. Et donc, il faut qu'on apprenne à le comprendre, à le connaître et à négocier avec. Parce que c'est vrai que nous avons quand même commis quelques bévues qui nous coûtent cher. Aujourd'hui encore, on voit les conséquences. On voit, je ne veux pas citer ici Rudyard Kipling, mais il me semble que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Méditerranée, c'est la reconstitution des grands ensembles, hein, comme l'appelait Kipling, avec les Turcs, les Russes et les Iraniens à l'opposé. Et par conséquent, tout cela est aussi un processus historique dont il est impératif pour la France, si elle veut encore avoir un rôle en Méditerranée, de bien le comprendre et peut-être d'anticiper son évolution pour bien se préparer à ce qui va arriver. Parce que les dirigeants de demain sur la rive sud de la Méditerranée ne manient pas du tout les mêmes concepts que leurs aînés qui ont vécu toute la période coloniale puis la période indépendance. On est aujourd'hui dans une mondialisation d'interdépendance. Je crois que ceux qui aujourd'hui, y compris les islamistes, gouvernent, ont bien compris cette situation et c'est parfois, pas toujours, hein, mais c'est parfois, je prends l'exemple de la Tunisie, c'est un bon exemple, les Tunisiens comprennent bien que l'enjeu le plus important, il est là.
parce qu'ils ont commis des erreurs à partir de 2011-2012 en voulant imposer une forme de réislamisation à la société tunisienne. La société tunisienne, elle est parfaitement bilingue et donc elle n'a pas les mêmes problèmes culturels que notamment la société algérienne qui marche parfois sur 2 pieds, 2 jambes, parfois sur une. Donc c'est assez compliqué, c'est parfois même schizophrénique. Et les Tunisiens ont redressé. Donc Ennahda, Rachid Ghannouchi a parfaitement compris qu'il fallait d'abord offrir un avenir, une perspective, un projet politique et social à cette jeunesse pour ne pas qu'elle se mobilise contre mon pouvoir. Et ensuite, évidemment, tisser des alliances politiques avec d'autres mouvements islamistes à travers le bassin méditerranéen. Et c'est, je crois, le second temps dans lequel nous sommes entrés depuis quelques mois. Ces islamistes, quelle est leur position par rapport à l'Arabie Saoudite, par exemple, par rapport au Qatar est-ce que leur lien avec Al-Qaïda ou l'État islamique ou le wahhabisme, est-ce qu'ils sont sous influence ou perfusion financière ou est-ce qu'il y a une indépendance au moins intellectuelle ou théologique? Oui, et très clairement dans le cas de l'Égypte, il faut voir que, et là j'abonde dans votre sens, c'est-à-dire que il faut parler d'islamisme au pluriel, parce qu'en Égypte ce qui se joue aussi, c'est, vous dites la société est encore tenue par des réseaux fréristes, mais le régime de Sisi, il est tenu à bout de bras par les Saoudiens. C'est l'Arabie Saoudite qui fait en sorte que Sisi tienne, et qui est un des instruments aussi de lutte contre les frères musulmans pour le compte de l'Arabie Saoudite. C'est très dangereux pour l'Arabie Saoudite, l'idéologie frériste, elle est révolutionnaire. Donc voilà, alors encore une fois, je pense on fait de nécessité vertu, la France, enfin l'Europe, la France surtout, même les États-Unis, jouent la carte de Sisi pour essayer de compenser ce jeu que se jouent les islamismes aussi dans le monde arabe. Et je voulais revenir aussi sur la question des frères musulmans. Est-ce que finalement, enfin, je pose la question en fait. Et moi, ce qui me semble effectivement, c'est que ces mouvements de printemps arabe, a priori et à première vue, il semble déboucher sur, en tout cas, des formations politiques d'inspiration islamiste très différentes selon les pays, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas finalement là où ces formations perdront également, est-ce que c'est pas tout simplement le triomphe de l'individu qui finit, et ça c'est bien une idée européenne, qui finit par s'imposer, y compris dans ces sociétés-là, qui sont de moins en moins holistes, où on s'aperçoit que, et notamment avec le rôle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, je pense qu'il ne faut pas négliger évidemment leur responsabilité dans la propagation de ce qu'on appelait les printemps arabes, mais ce que anthropologiquement aussi, ils finissent par donner dans ces sociétés arabes et maghrébines, où là, les réponses des pouvoirs anciens, qu'ils soient islamistes ou qu'ils soient autoritaires, ne pourront rien. Parce que quand on regarde même le profil de certains djihadistes tunisiens, moi c'est quand j'étais allé à Tunis, on avait eu un colloque là-dessus, ce sont pas du tout justement des gens arriérés, alors même si beaucoup viennent du sud de la Tunisie, mais économiquement certes arriérés, mais ce sont des gens qui ont eu une période très occidentalisée, ils ont voulu devenir des occidentaux, ça se voit par la manière de s'habiller, par la rupture avec certaines... mais en fin de compte, bon, ils ont basculé dans le djihadisme, mais tout se passe comme si ils pouvaient revenir aussi dans l'autre sens. Enfin, je pense que c'est ce conflit-là qui n'a pas encore donné tous ses fruits et qui constitue aussi la base des printemps arabes. On va arriver au terme de notre émission. Je vais aborder 2 sujets pour conclure. Il y a le cas de la Libye. Et puis, avant ça, puisqu'on a évoqué la population, le cas des populations maghrébines qui sont en Europe, et notamment en France. Ce qui est un cas intéressant, c'est de voir la disparité de vote. Par exemple, la population tunisienne qui est en France a davantage voté pour le parti islamiste que les islamistes, que les Tunisiens qui sont en Tunisie. Et on le voit aussi pour l'Algérie. Est-ce que ça veut dire que cette interprétation des printemps arabes est aussi différente au Maghreb
et sur les populations qui sont en Europe, qu'on pourrait d'ailleurs supposer complètement occidentalisées et finalement davantage progressistes que les personnes qui sont au Maghreb. Et en fait, c'est pas le cas. Là aussi, je pense qu'il faut partir de la réalité sociale que vivent les personnes. Évidemment, lorsqu'on est un émigré tunisien ou algérien, enfin maghrébin d'une manière générale, en France, on n'a pas du tout la même perception de ce que doit être la bonne politique de l'autre côté, dans le pays d'origine. Alors que lorsqu'on est en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, on voit les choses de manière différente parce que la réalité est différente. Et je crois que c'est ça qui motive ou qui conditionne les comportements électoraux des personnes. Et en tout cas, je l'interprète comme tel parce que sinon, effectivement, on n'arrive pas à comprendre. On se dit, ils sont en France, ils sont sécularisés, ils n'ont pas de problème, c'est un état de droit, c'est une démocratie. Donc, ils n'ont pas tous les problèmes que peuvent vivre leurs familles, leurs parents, leurs amis, rester dans le pays d'origine. Et il me semble que là encore, nous avons, enfin nous, Français, un effort à faire. D'abord, je pense que ce qui est absolument essentiel et fondamental, c'est que la France doit se doter d'un projet. Il y a une espèce de... c'est pas de la paresse, c'est une incapacité collective à penser les défis qui sont là, et puis à penser ce que sera le 21e siècle. On le voit, parce qu'on parlait de la Libye et de la Méditerranée d'une manière générale, je parviens toujours pas à comprendre pourquoi la France s'est engagée dans cette guerre en Libye avec les conséquences qu'elles ont pu avoir à court terme. Je parle des attentats de 2015 qui ont eu lieu à Paris. L'un des commandos s'était infiltré depuis la Libye. Donc les conséquences sont directes et quasi immédiates. L'opération Berkane est aussi la conséquence de la disparition du Sahel. Absolument. La dissémination de l'arsenal militaire de Kadhafi, qu'on a retrouvé aujourd'hui disséminé dans tout le Sahel, provoque un effet boomerang sur nous de manière très directe, pas simplement en termes sécuritaires, mais parce que ça attente aussi à nos intérêts, à la fois stratégiques et économiques. Par conséquent, je pense que tant que nous n'aurons pas collectivement une réflexion sur ce que doit être le rôle ou comment la France doit préserver ses intérêts pour le siècle qui vient, alors je crois que nous continuerons à répéter et à ressasser à la fois les mêmes erreurs, mais surtout à vivre dans une espèce de passé mythifié, fantasmé, qui n'a plus rien à voir avec la réalité que nous vivons. Beaucoup demander aux diplomates du Quai d'Orsay d'avoir un projet un peu développé, parce qu'on en avait un projet en Libye finalement, c'était un beau projet. On chasse Kadhafi, on met en place une démocratie, et puis on a un pays qui se développe, qui est prospère, il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a du commerce avec une grosse partie du reste de l'Afrique, donc le projet était beau, mais enfin, quand on écoute Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy en 2011, on a envie d'y croire à ce qu'ils disent. Bah on n'a pas cru, on n'a pas envie d'y croire. Les Tunisiens, notamment, continuent d'en payer les conséquences et sont très... C'est très préoccupant pour la Tunisie, cette proximité du chaos libyen depuis une dizaine d'années. Et l'Égypte aussi, qui est de l'autre côté. Et l'Égypte aussi. Mais l'Égypte a plus de moyens et fait des incursions, avec les Émirats, etc. Fait des tas d'histoires. Mais pour un tout petit pays, pour la Tunisie, c'est vraiment très compliqué. Et puis la politique, c'est pas de la mécanique. Il suffit pas sur le papier de dire on va faire ça, et puis il y aura ça, ça et ça. On voit bien, il y a quand même des sociétés, il y a une dynamique, il y a des mouvements. On voit bien, par exemple, la Libye, c'est un cas à part. Je crois que c'est un des très rares exemples dans mon livre sur Kadhafi. Je parle, c'est un Trotsky des sables. C'est un personnage qui, c'est ça que ça signifie d'ailleurs, Jamahiriya. C'est-à-dire qu'entre moi et mon peuple, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc c'est un pays sans État et sans aucune institution, à part l'armée et la police politique. Et par conséquent, avec qui on discute? Comment on dialogue? Quels sont les intermédiaires? Qui fait l'interface? C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué dans le pays dans lequel il y a plus de 135 tribus,
que selon les régions et les zones dans lesquelles on se trouve, il faut négocier de manière différente, mais il faut d'abord comprendre les problèmes de ceux avec lesquels on parle, selon qu'ils soient de la tripolitaine, de la cyrénaïque, du faisan et de la question berbère, des Toubous. Donc, toute cette complexité doit être prise en compte pour nous amener à élaborer un projet, un plan qui nous permet à la fois de nous maintenir à distance pour ne pas être trop compromis, mais également de maintenir, parce que c'est notre intérêt, une relative stabilité. Vous savez, la guerre en Libye, c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'Europe est directement impliquée dans la déstabilisation de son espace stratégique. Puisque la déstabilisation de la Libye a provoqué la déstabilisation de l'ensemble du Maghreb et les conséquences directes pour la France et l'intervention depuis 2011 10 ans. De l'opération Barkhane, 2013. pour arrêter la progression des groupes terroristes, notamment de Daesh. Donc vous voyez, petits effets, grosses conséquences. Et au bout du compte, nous sommes aujourd'hui pris au piège de savoir est-ce qu'on... Tous les débats sont un peu fumeux. On se retire pas de Barkhane. On sait bien qu'on ne peut pas partir. On sait bien qu'on ne peut pas partir. Parce que partir aujourd'hui, ce serait un échec total. Sur le plan militaire et les conséquences sur le plan politique, je n'en parle même pas, sur les voisins immédiats du Mali, du Niger. Moi, j'ai eu un entretien il y a 1 an et demi avec l'ancien président du Niger, le président Issoufou, qui m'a dit qu'il avait appris le début de l'action militaire franco-britannique sur la Libye par RFI, par la radio. C'est-à-dire que le chef de l'État, Nicolas Sarkozy de l'époque, n'a pas pris le soin de prendre son téléphone pour appeler ceux qui seront directement concernés par cette situation. Donc on est là aussi dans une pratique des relations internationales qui doit absolument évoluer et faire que ceux qui vivent ceux-là doivent être considérés comme des partenaires, parfois comme des alliés, c'est à nous de le déterminer, mais certainement pas comme des supplétifs. En fait, on a voulu exporter la démocratie avec des méthodes coloniales et antidémocratiques, ce qui est un peu bizarre dans la conceptualisation. Oui, enfin bon, vous savez, moi je considère que le progrès c'est une évolution, ça n'est jamais une révolution. Et la France a mis 2 siècles et demi avant de parvenir au statut que nous connaissons et dans lequel nous vivons. Mais il a fallu 3 révolutions. Il a fallu une évolution complète et progressive de l'ensemble de la société. Et les débats que nous pouvons avoir aujourd'hui sur tout un tas de sujets sont aussi le fruit de cette histoire longue et lente parce qu'il faut qu'elle infuse dans la société. On est très très loin du compte au Maghreb aujourd'hui. Dernière question pour clôturer cette émission. On a peu parlé du Maroc, ça serait une émission aussi à part entière, mais il y a le Sahara occidental, frontalier d'ailleurs en partie avec l'Algérie. Est-ce que là, il pourrait aussi y avoir une déstabilisation haute? Enfin, c'est une région qui est assez instable et le Maroc essaie de la conserver. Il y a évidemment des jeux entre les populations qui y habitent. On a tous les yeux rivés sur la Libye. Est-ce que ça pourrait pas exploser là, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une déstabilisation dans cette région-là? En raison du conflit du Sahara, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'abord, c'est l'intérêt de personne, certainement pas des Marocains, certainement pas de la France et certainement pas des Américains. Puis aujourd'hui, en plus, Israël qui met un pied, même s'il l'avait depuis longtemps, mais qui met un pied de manière très directe, en tout cas officielle, au Maroc, n'a pas intérêt à jouer la déstabilisation. Au contraire, probablement Israël va être le pays autour duquel va s'articuler une relative stabilité. Ce qui représente un véritable défi pour nous, Français. Parce que là aussi, on est dans notre espace stratégique. J'ai presque envie de dire, de manière caricaturale, c'est pour ça que je mets des guillemets, c'est quasiment notre espace naturel. C'est le prolongement de la France.
Donc il faut là aussi que l'on soit extrêmement prudent. Les intérêts des Américains, ce ne sont pas nécessairement les intérêts de la France. Donc cette question du Sahara, d'abord je crois qu'il faut comprendre que foncièrement, fondamentalement, c'est une question d'identité pour les Marocains. Un Marocain préférera se couper le bras droit plutôt que de renoncer à sa souveraineté sur le Sahara. Deuxièmement, c'est devenu aujourd'hui un tel enjeu, pas seulement politique, mais quasiment anthropologique au Maroc, entre le trône et la population, que personne n'a intérêt à ce renoncement. Et enfin, sur le troisièmement, d'un point de vue strictement stratégique, je crois que là aussi, on est face à un mur parce que l'un des principaux acteurs au Maghreb et en Afrique, de par la superficie du pays et la puissance de son armée, l'Algérie, elle est un peu comme la France, je dirais, elle est totalement démunie, elle n'a pas de projet. Si vous interrogez un militaire algérien ou un officiel algérien, mais c'est quoi le Sahara? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Un couloir, un accès sur l'Atlantique, une profondeur stratégique? Il est incapable de vous répondre. Donc on est plus, du point de vue algérien, dans une démarche de type soviétique, idéologique, dans ce sens-là, que dans une démarche stratégique. Et je crois que ça va conditionner là aussi la capacité des dirigeants maghrébins à comprendre que le défi immédiat pour tous les dirigeants maghrébins, c'est l'intégration régionale, c'est-à-dire donner enfin corps et concret à l'union du Maghreb arabe pour négocier avec l'Europe. Bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés dans cette fenêtre sur le monde, sur le Maghreb et sa situation, 10 ans après les printemps arabes. Si vous voulez approfondir la question, je vous conseille le dernier numéro de Conflit, dont le dossier est consacré à la Méditerranée orientale, qui est un des prolongements du Maghreb, et sur lequel nous revenons sur un certain nombre d'éléments qui ont pu être évoqués au cours de cette émission. Et puis vous pouvez également retrouver une autre émission consacrée à la Syrie et à la diplomatie franco-européenne en Syrie depuis 2011. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.